Bonjour, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. La promesse de l'aube de Romain Gary aujourd'hui. Oui. J'ai eu grand plaisir à lire ce livre pour la énième fois, puis merci d'avoir accepté de faire un épisode là-dessus. Je suis un très, très grand lecteur de Gary. Qui veut se lancer? Je peux y aller sur mon rapport à l'œuvre. En fait, moi, c'est un auteur que je connaissais très peu il y a quelques années. Et mon premier contact que j'ai eu avec l'œuvre, c'est avec toi et Carl Bergeron, qui a déjà été présent au podcast, au balado. On était à Paris, c'est en 2022, si je ne me trompe pas. Exact. En avril 2022. Et je pense que c'est toi qui avais proposé la chose d'aller voir une pièce de théâtre sur La promesse de l'aube, sur ce roman. Et moi, je connaissais très peu de nom, Romain Gary. J'accepte avec plaisir. Et quelle pièce absolument extraordinaire. Absolument. Petite salle. Théâtre de l'œuvre, je l'ai noté. Théâtre de l'œuvre dans le 9e arrondissement à Paris. Donc, une salle comme il y en a 1000, comme tu le disais. Ouais. Mais vraiment, le comédien était exceptionnel. Il nous a amenés dans l'œuvre parce que c'est une œuvre qui est très... on est beaucoup dans la psychologie des personnages. C'est un monologue, en quelque sorte. Ouais. Donc, quand même, il y a un défi sur le plan scénographique, en quelque sorte. Ouais. Mais c'était vraiment une réussite. Absolument. Je tiens à mentionner que le nom de l'acteur, c'était Franck Desmet. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Il était exceptionnel. Franchement exceptionnel. Puis, j'ai regardé un peu sa biographie avant de rentrer en studio. Il gravite beaucoup dans cet univers. Il a fait des pièces de théâtre sur Romain Gary, sur Kessel, sur Saint-Ex. Tu sais, l'univers des pilotes pendant la guerre, très aventurier. Mais il l'incarnait vraiment magnifiquement. Ouais. C'était une très, très belle pièce de théâtre. Absolument. Pierre? Pour ma part, mon rapport à Romain Gary, ça remonte en 2020. C'était pendant la COVID. Puis là, à la télé, il y avait le film La promesse de l'aube qui allait jouer. Puis là, mon coloc, à ce moment-là, il me dit, bon, on va écouter ça, c'est sur Romain Gary. Puis là, moi, je dis, ben, c'est qui Romain Gary? Là, il me regarde et là, attends, t'es sérieux? Tu sais pas c'est qui Romain Gary? Moi, il faut savoir que à ce moment-là, j'étais très, très intéressé par l'histoire, la politique française, le général de Gaulle. J'ai étudié ça depuis des années. Puis là, il me dit, Romain Gary, le grand auteur ultra-gaulliste. Tu sais pas c'est qui Romain Gary? Je dis, non, désolé, je sais pas c'est qui. Là, on a regardé le film. Puis là, ensuite, j'ai lu le livre La promesse de l'aube que j'ai adoré. Donc, c'est la première fois que je l'ai lu. Là, j'ai pas lu d'autres livres de Gary, à part, on en reparlera peut-être, un petit livre qu'il a écrit sur le général de Gaulle. Mais ses autres romans, je les ai pas lus. Mais donc là, pour le balado, La promesse de l'aube, c'est la deuxième fois que je le lisais. C'est toujours un grand bonheur. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Ouais. Et le film vaut la peine d'être vu? Oui, Oui. allons-y tout de suite. Toi, tu l'as pas moi, vu? je l'ai pas vu. Dis-moi ce que tu as pensé du film. Ben là, comme je l'ai lu, je l'ai vu avant de lire le livre. J'ai pu constater après que c'était assez fidèle, grosso modo. Ouais. Le jeu, je trouve très, très bon. Là. Ça rend très bien la vie de Romain Gary. La mère. La mère est incroyable. Charlotte Gainsbourg Ouais. est vraiment incroyable. Ouais, vraiment. Elle l'incarne parfaitement. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Bon. Moi, comme je vous ai dit, je suis un grand lecteur de Gary, donc nécessairement, le film n'était pas pour moi en tant que tel. Là. C'est-à-dire, quand on met au cinéma une œuvre, c'est pour y donner une diffusion un peu plus large, puis essayer, j'imagine, d'intéresser quelqu'un à l'œuvre. Comment? Comme toi, par exemple. Mais donc, évidemment, j'ai 1000 petites critiques comme quand on regarde un film d'un livre qu'on a aimé. Mais moi aussi, j'affirme que c'était un très, très bon film. J'ai quand même, disons, 2 critiques là, que je vais quand même dire. Une un peu tatillon, c'est-à-dire souvent celui qui a écrit le film a retouché à des citations de Romain Gary. Et ça m'a un peu agacé, là, comme... il y a un de mes passages préférés de La promesse de l'aube où Romain Gary dit j'ai appris à perdre le pantalon en public. Je sais depuis longtemps que l'homme est quelque chose qui ne peut être humilié, quelque chose du genre. Et puis dans le film, l'acteur dit ma mère m'a appris que l'homme était quelque chose. Tu sais, je sais que c'est un détail, mais en même temps,
c'est 400 pages de phrases magnifiques. Là. Je suis certain que tu aurais pu trouver une citation que tu n'aurais pas eu besoin de traficoter. Enfin, ça, c'est le petit détail un peu Asperger de quelqu'un qui a souvent lu le livre. Mais l'autre critique, qui n'en est pas une petite quand même, je trouve qu'il y a eu un peu un mauvais casting, comme on dit. Là. J'ai Pierre Ninet, qui est très bien en général, là, que j'apprécie dans les autres films. Je trouve pas qu'il faisait un très bon Romain Gary. Romain Gary, il a les yeux profonds, il a une voix caverneuse, il a eu le nez pété à peu près 1000 fois. Il est quand même pas costaud, mais un peu bâti. Pierre Ninet, il est très effilé, il a les traits très minces, il a une voix un peu adolescente, je le dis sans insulte. Je trouve qu'il y avait un peu un mauvais casting, là, comme on dit. Sur ça, je rappelle que j'ai aimé le film. C'était un très bon film. Puis pour plonger dans la vie et l'œuvre de Gary, c'est quand même c'est une belle introduction. Ouais, c'est un beau plongeon quand même. Ouais. Bonjour à tous. Un mot pour vous dire que nous sommes désormais sur toutes les plateformes de podcasts. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, nous sommes partout. On vous invite aussi à visiter notre page Patreon. Pour l'équivalent de un petit café par mois, vous soutenez notre projet. Commentez, abonnez-vous, mettez des pouces et bon épisode. Je vais vous parler de mon rapport à Romain Gary. Moi, j'y ai pensé toute la semaine en me demandant comment je suis tombé sur La promesse de l'aube, qui était le premier livre de Romain Gary que j'ai lu. Et je suis incapable de me souvenir comment ce livre est arrivé dans mes mains. Mais ça a été un émerveillement. J'ai adoré ma lecture. Je l'ai relu quelques fois depuis. Et je me suis surtout plongé dans l'œuvre de Gary. En fait, avant de lancer le projet de podcast, messieurs, moi, j'avais le projet de lire absolument toutes les œuvres de Gary dans l'ordre et lire des biographies. Puis j'ai écrit quelques textes que j'ai jamais publiés ou essayé de faire publier en me disant, je sais pas où ça va me mener. Mais bref, avant de démarrer le podcast, moi, j'étais comme engagé dans un approfondissement de l'œuvre de Gary. Donc, c'est un auteur vraiment important pour moi, que je trouve sublime, qui a une vie extrêmement tragique. Je ne sais pas si vous voulez qu'on embarque dans sa biographie. Ouais, je pense que... En fait, sa biographie est quand même intrinsèquement liée au roman. Donc, un peu, je ne sais pas si Alexis, tu veux nous présenter, c'est quoi le roman La promesse de l'aube? Ah, c'est vrai, on commence par ça d'habitude. C'est important quand même. C'est un récit autobiographique excessivement romancé. Là, pour quiconque connaît un peu la biographie de Romain Gary ou l'œuvre de Romain Gary, c'est que il joue beaucoup avec la vérité, ce qui est le propre du romancier, du romanesque, ce qui est très bien. Donc, c'est un récit autobiographique allant de, disons, sa naissance jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est un résistant. Un récit très centré sur sa mère, l'amour de sa mère, l'amour que sa mère lui vouait, l'importance de sa mère dans sa vie, l'importance de la France dans sa vie, très important. Donc voilà, tel est le récit du livre, qui est évidemment près de la biographie de Romain Gary. Romain Gary est né à Vilno en 1914, en Lituanie, qui était à l'époque pas la Lituanie. Je me souviens plus si c'était dans l'Empire russe. C'est une ville qui a changé beaucoup de... Vraiment beaucoup. C'est ce bout-là du monde qui l'a pas eu facile, on va le dire comme ça. En étant entre l'Allemagne et la Russie, on vit généralement pas des années très paisibles. C'est en 14, c'est ça? À ce moment-là, ça faisait partie de l'Empire russe. De l'Empire russe, c'est passé à la Pologne, c'est devenu indépendant. Enfin, le 8 mai 1914, selon le calendrier julien, et selon le calendrier grégorien, le 21 mai, qui est mon anniversaire. Le 8 mai, c'est mon anniversaire. Pour vrai? Oui. Ah, voilà. Seigneur. Alors, les numérologues qui nous écoutent, vous pouvez laisser en commentaire une analyse. 1914, vie, comme je vous disais avant de rentrer en studio, vraiment tragique, ou je viens juste de le dire aussi, mais une vie vraiment tragique. En 1915, le gouvernement russe trouve que les Juifs, parce que Romain Gary est juif, né de parents juifs. En 1915, le gouvernement russe trouve que les Juifs ont l'air d'être des espions à la solde des Allemands. Donc, tous les Juifs qui sont plus ou moins près du front
du front à l'Est sont déplacés dans des wagons à bestiaux en Russie. Donc, entre 1915 et 1921, on ne sait pas trop où Romain Gary a habité. On sait qu'il a été embarqué avec sa mère. Je ne suis pas certain que son père y était. Je crois qu'il l'avait déjà abandonné. Peut-être que son père y était, enfin. Dans des wagons à bestiaux, ils ont été envoyés en Russie, déplacés du front parce que suspects d'être espions à la solde des Allemands. Ils sont revenus à Wilno vers 1921 ou au début des années 20. On déménageait à Varsovie. Rendu à Varsovie, évidemment, je ne vous apprends pas que dans les années 20-30, il ne faisait pas très bon être juif à Varsovie. Il a été, évidemment, il n'a jamais été victime de pogrom en tant que tel, mais il a été tabassé par ses camarades de classe sans cesse, jusqu'à ce qu'il déménage en France, alors qu'il avait, il me semble, 14 ans. Je me rappelle plus très exactement, 14 ans, oui. Voilà, il fait son lycée, il fait ses études en droit, il arrive à Nice, mais il monte sur Paris, comme disent les Français, puis revient à Nice. La Seconde Guerre mondiale est déclenchée, entre dans la résistance, puis ça, c'est à peu près la portion de sa vie qui est racontée dans La Promesse de l'Aube. Et petit saut dans le temps en 1980, parce que Pierre, juste avant de rentrer en onde, tu me disais, je sais pas pourquoi il s'est tiré une balle dans la tête en 1980. Parce que Romain Gary s'est suicidé en 1980. Puis moi, c'est ce que je me plais à appeler un peu la mystification Romain Gary. Puis pendant longtemps, moi aussi, je me suis demandé pourquoi il s'est tiré une balle dans la tête en 1980, parce que quand on le lit, il y a une espèce de... Il y a quand même une certaine joie de vivre, une confiance dans l'humanité, beaucoup d'humour. C'est très drôle, La Promesse de l'Aube, mais ses autres livres aussi, il y a tout le temps beaucoup d'humour. Puis c'est la mystification de Gary, parce que la vie de Romain Gary est extrêmement tragique. Extrêmement tragique. Bon, déjà à 1 an, déplacé dans des wagons à bestiaux parce que juif, donc suspect d'être un espion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toute sa famille est assassinée. Décimée. Merci, décimée. Merci. Décimée par la Shoah par balle. Sa famille maternelle y passe au complet. Son père y passe. Son père s'est remarié avec une femme et a eu 2 filles avec cette femme. Toute la famille est assassinée, donc on y reviendra peut-être, mais il ment dans le livre en disant que son père est mort de peur pendant la Shoah. Tout le monde s'est fait fusiller dans le massacre de Ponary, qui est comme un moment absolument abject, comme il y en a eu plusieurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc, sa famille est assassinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous ses camarades de la Résistance, ou presque, du groupe Lorraine, parce qu'il est devenu aviateur dans le groupe Lorraine, ils étaient 108 au départ, quand ils ont rejoint la Résistance. À la fin de la guerre, ils étaient 5. Tous ses camarades, à quelques exceptions près, se sont fait tuer, sont morts pendant la guerre. Sinon, il s'est marié avec l'actrice Jean Seberg, qui a fini par mourir d'une overdose parce qu'elle était enceinte de lui, et les médias potins ont lancé la rumeur comme quoi elle était enceinte d'un membre des Black Panthers, parce qu'elle était très engagée dans le mouvement afro-américain. Donc, elle a perdu l'enfant, a fini par se suicider, elle est morte d'une overdose. Donc, franchement, une vie extrêmement tragique qui est comme sublimée par une œuvre drôle et touchante, mais qui n'empêche pas que c'est une vie absolument tragique. Donc, voilà. Et même son œuvre, tu dis que c'est drôle, il y a une forme de légèreté dans son livre. Même si c'est tragique, même si justement c'est la Deuxième Guerre mondiale, il y a des morts, il y a vraiment une légèreté, il y a beaucoup d'humour, comme tu le soulignes. Là. Ouais. Et tantôt, tu parlais de la mère. Et c'est peut-être ça qui est particulier aussi dans La Promesse de l'Aube, c'est que, oui, c'est un roman autobiographique, mais en même temps, on a l'impression que le personnage principal, c'est pas tant Gary, c'est peut-être plus la mère. Oui, tout à fait. La mère et la France. Oui, la France est toujours... Qui sont interchangeables. En quelque sorte, oui. Ouais. Parce que des fois, il dit... il parle de...
la France parle à travers sa mère ou sa mère parle à travers la France. Enfin, on peut le mettre comme on veut, là, mais... Parce que, dans le fond, pendant tout leur périple, en quelque sorte, de la ville de Villeneuve jusqu'en France, la mère n'arrête pas de dire « on s'en va en France, tu vas devenir quelqu'un en France, tu vas devenir ambassadeur. » Et ça, d'ailleurs, c'est assez particulier. Parce que la mère de Romain Gary, elle le promet à un très grand futur. Grand destin. Grand destin. Qu'il aura. Qu'il aura. Oui. Donc, on pourrait penser, OK, Romain Gary, il se vante là-dedans. Mais pas du tout. C'est-à-dire que quand on lit le roman, on n'a pas l'impression que Romain Gary est en train de dire « Regardez tout ce que j'ai fait. » Non. Pas du tout. Non. Même si c'est une vie assez riche, puis il y aurait de quoi de se vanter. Donc, il y a vraiment... C'est très, très fin dans l'écriture parce que ça pourrait tendre vers de la vantardise, alors que ce n'est pas le cas du tout. Non, pas du tout. C'est un hommage, c'est une dévotion, c'est une piété envers sa mère. Ouais. C'est vraiment ça du début à la fin. Ouais. C'est un don de soi plus que de la vantardise. Je le présenterais comme ça. Ouais. Mais il est quand même critique des fois à sa mère. Parce que sa Ouais, mère, évidemment. Non, sa mais mère je veux est très protectrice. Elle est totalitaire. Elle est là, totalitaire. sa mère, là, franchement. C'est vraiment le bon mot. Elle est totalitaire. là. Exact. Donc, ça aussi, c'est-à-dire que, oui, sa mère elle l'a mis sur un piédestal. Mais elle avait d'énormes attentes. Là. Exact. Oui. C'était pas son c'est petit ça. trésor. Non, là. c'est ça. C'est important ce que tu dis. Vas-y. Elle l'a certes mis sur un piédestal, mais à grandes attentes, grande sévérité. Comme par exemple, il y a un passage dans le livre où un de ses camarades insulte sa mère en la traitant de cocotte, donc d'ex-prostituée. Et le jeune Romain Gary est comme foudroyé, ne sait pas quoi répondre, retourne chez lui un peu abasourdi, raconte la scène à sa mère, et sa mère lui fout des paires de claques en lui disant je me fous de ce qu'ils te feront, qu'ils te brisent tous les os du corps. Reviens sur un brancard s'il le faut. Reviens sur un brancard s'il le faut, tu défendras ta mère. Ouais. Et ce qui est très, très intéressant, c'est elle conclut où elle dit peut-être est-ce que ça vaut même pas la peine d'aller en France. Si t'es pas assez courageux pour me défendre, pourquoi est-ce qu'on irait dans ce grand pays de héros? Parce que, bon, on parle ce que Gary appelle le conte de nourrice de sa mère, là, de la France comme pays de tous les merveilles. Mais bref, pour revenir à notre sujet initial, c'est ça. Sa mère était totalitaire, elle l'a mis sur un piédestal, mais il y avait de grandes attentes envers lui. Là. C'était pas... rien ne lui était excusé. T'as raison. Ouais. Et même qu'elle a essayé de le faire devenir... violoniste, essayer de le faire devenir... Elle a essayé de tout faire avec lui. À chaque fois, elle est violoniste ou peu importe, le chanteur peut-être. Mais lui, il l'a caché, là, qu'il savait qu'il finalement, d'une certaine façon, est capable de chanter, mais il l'a un peu caché. Elle a essayé de l'envoyer dans à peu près tous les domaines, chaque fois en s'imaginant qu'il allait être le plus grand. Là. Moi, il y a un passage qui m'a vraiment fait rire. Là. Attends un peu, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quand il est dans l'armée. Déjà, en fait, il commence à peine. Puis là, elle apostrophe quelqu'un avec qui elle chicane dans la rue ou je sais pas trop. Puis là, elle finit par lancer « Mon fils est officier de réserve et il vous dit merde. » Et là, ensuite, il dit « Elle ne faisait pas de distinction entre est et sera. » Elle est tout le temps en train de le mettre beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que ce qu'il est en réalité. Elle a des attentes tellement énormes envers lui. Elle veut aussi, ça c'est une part importante, elle veut qu'il soit un grand artiste. Parce qu'elle, elle serait comme une espèce d'artiste manqué un peu. Ouais, une actrice qui n'a pas fait carrière. Exactement. Et là, Gary est comme, je pense que je vais devenir écrivain. Et là, avant qu'il ait écrit le moindre texte, oui, c'est bon, ça. Il cherche un pseudonyme. Oui. Donc, pour être un grand écrivain, ça te prend un bon pseudonyme. Donc là, ils se font des listes de pseudonymes. Et là, il se dit, j'aurais aimé ça prendre Shakespeare, mais c'est déjà pris. J'aurais aimé prendre Charles de Gaulle, mais il est déjà pris. Oui. Puis il dit, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt, Charles de Gaulle, c'est formidable. Puis il y a une phrase délicieuse, là, à un moment donné, il dit, je me suis rendu compte qu'avoir un pseudonyme, c'est pas tout, qu'il serait très bien d'avoir une œuvre aussi. Oui. Mais elle avait une peur bleue qu'il devienne peintre. Oui, c'est ça, parce que les artistes, oui, mais pas tous, c'est ça. Un peintre, il va peut-être avoir une vie de bohémien. Il faut vraiment faire attention aux maladies vénériennes. Ce dont Romain Gary était absolument obsédé. Hein. Oui. D'ailleurs, dans sa vie, il avait un ami médecin
Et cet ami médecin, je ne me souviens plus de qui il était, mais il racontait souvent que Gary arrivait chez lui, baissait ses pantalons et disait « Est-ce que cette tâche est inquiétante? » Mais pour elle, il était obsédé par les maladies vénériennes parce que, il faut le dire, Romain Gary était un chaud lapin. Sa biographie raconte beaucoup de... Oui, son premier mariage avec Leslie, et je m'excuse parce que sans doute que je ne prononce pas son nom de famille comme il faut, Blanc, B-L-A-N-C-H. C'était une Anglaise. C'était un mariage parce que les deux s'aimaient bien, mais les deux allaient batifoler à gauche, à droite. C'était ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un couple ouvert. C'était, je crois, la même chose avec Gene Seberg. Puis, bref, Romain Gary a eu sans doute au-delà de 1000 maîtresses. Là, Ah, oui. Enfin, je lance ce chiffre. Je dis, ce serait pas étonnant parce que d'abord, il est devenu ambassadeur, auteur de renom. C'est un bel homme. Consul, je pense, plutôt. Consul, oui. Ouais. C'est un bel homme, résistant. Il a eu il avait une aura et il avait aussi une personnalité de panier percé. C'est-à-dire, c'était jamais assez. Il était toujours en mode conquête. Donc, il a eu plusieurs conquêtes féminines. Soit dit en passant, j'ai lu sur Internet que La promesse de l'Aube serait un roman millionnaire, donc plus de 1000 copies vendues. Ah oui? C'est quand même pas banal. C'est pas banal. Est-ce que ça a sans doute été traduit? Je sais pas, je connais pas Ouais, c'est traduit. Je sais que c'est traduit en anglais, mais je sais pas à quel point ça a eu un écho à l'international, mais je sais qu'il y a des traductions. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un mot du titre? La promesse de l'Aube? Absolument. Oui. Donc, d'un très beau titre. Absolument. Oui. Très, très beau titre qui... en fait, qui est la promesse de l'Aube, en fait, qui est une double promesse. Qui est une double promesse. C'est la promesse de Gary à sa mère, parce que sa mère lui dit qu'il doit devenir un grand, tout simplement. Peu importe. Tu seras grand, mon fils. Exact. Et donc, Gary lui promet d'essayer d'être à la hauteur, en quelque sorte. Là. Donc, redresser le monde, je crois que c'est la formule. Ouais. Il y a un passage, je l'ai noté, là. Je peux en faire la lecture. Ça dépend. C'est-tu la vie vous fait une promesse? Un peu, là. C'est quand même un bon paragraphe que j'ai noté. Ouais, vas-y. En fait, c'est sur les vieux ennemis. Là, OK, général. Non, vas-y. Okay, bon. C'est qu'il raconte comment sa mère a passé toute sa jeunesse et sa vie, en fait, à lui parler de certaines figures qui sont des dangers pour lui puis pour tout le monde, là, des espèces de dieux. Les dieux méchants. Les dieux méchants. Et on pourrait en parler après, mais il dit, en gros, nous sommes aujourd'hui de vieux ennemis, en parlant de ces dieux méchants-là qui les suivraient partout. Et c'est de ma lutte avec eux que je veux faire ici le récit. Ma mère avait été un de leurs jouets favoris. Dès mon plus jeune âge, je m'étais promis de la dérober à cette servitude. J'ai grandi dans l'attente du jour où je pourrais tendre enfin ma main vers le voile qui obscurcissait l'univers et découvrir soudain un visage de sagesse et de piété. J'ai voulu disputer aux dieux absurdes et ivres de leur puissance la possession du monde et rendre la terre à ceux qui l'habitent de leur courage et de leur amour. C'est magnifique. Oui, vraiment. Absolument magnifique. Donc, première promesse, redresser le monde pour sa mère. Et la seconde? Je pense que la seconde, c'est que sa mère veut qu'il soit un grand homme et il faut qu'il le soit. Oui, mais moi, je parlais surtout de ma page 38, que la vie vous fait une promesse à l'aube qu'elle ne tiendra jamais, c'est-à-dire l'amour maternel. Ouais. Excuse-moi, je voulais pas t'empêcher de lire ta citation, mais je me suis imaginé la lire toute la semaine parce que je trouve que c'est parmi les très belles pages de la littérature du 20e siècle. Donc, ça va comme suit. « Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne des mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant.
Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits. Il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison de la comparaison, des comparaisons. Et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Enfin bref, je trouvais ça très beau, mais je ne suis pas certain que je suis d'accord, par exemple. Pourquoi? L'amour maternel en elle-même est unique et irremplaçable, j'en conviens, mais c'est pas nécessairement ce que l'on s'attend de l'amour des femmes. C'est pas ce qu'on souhaite. C'est très certainement, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est-à-dire que il y a très certainement des comparaisons à faire là, entre l'amour maternel et l'amour que l'on donne à une femme et qu'on reçoit d'une femme, mais ça reste deux gestes totalement différents. C'est-à-dire que l'amour maternel est, dans l'écrasante majorité des cas, inconditionnel dès le début, ne nécessite pas une construction, là, pour utiliser des mots très peu romanesques. Alors que l'amour d'une femme, il y a d'abord la période de séduction, donc C'est-à-dire l'amour est conditionnel. Oui, exact. Donc la séduction, ça veut donc dire que l'amour n'est pas acquis. Ensuite, il y a tout l'effort pour conserver l'amour d'une femme. Oui. Donc il y a, tu sais, autant je trouve absolument magnifique ces lignes, autant je suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire quand une femme vous prend dans ses bras et vous susurre des mots très doux. On se dit pas j'aimerais que ce soit ma mère. Là, je pense pas que c'est ça qu'il veut dire non plus. Non, je sais. Mais c'est ça, je pense, c'est plus dans l'amour inconditionnel que ça revient. Ça ne revient pas, ça. Ouais, évidemment. Puis c'est intéressant qu'il relie comme ça l'amour inconditionnel avec l'amour en général, l'amour de sa mère, parce que plus loin au chapitre 10, ensuite, il va parler du complexe d'Oedipe. Puis pour dire que lui, il n'y a rien à voir avec ça. Là. Pour lui, ça lui est complètement étranger. Il n'a jamais eu la moindre affection, disons, physique ou charnelle pour sa mère dans sa jeunesse, aussi loin qu'il remonte. Puis il fait une grosse critique. Là, il tape sur la psychanalyse, les psychanalystes en général. Pour lui, c'est du gros charabia, c'est n'importe quoi. Fait par des gens qui essayent peut-être de justifier leur propre penchant, leur propre perversion. Mais c'est ça, là, il y a d'un côté où il relie l'amour absolu avec l'amour maternel, puis de l'autre côté, le complexe d'Oedipe. Non, moi, j'ai absolument rien à voir avec ça. Et quand son premier manuscrit lui est refusé, enfin, selon la légende de la promesse de l'aube, la maison d'édition l'aurait fait analyser par un psychanalyste et qui aurait dit qu'il y aurait des complexes de nécrophilie, mais surtout pas là, de complexe d'Oedipe, encore une fois. Mais faut dire qu'à l'époque, c'était très à la mode, c'était très en vogue, la psychanalyse. Hein? Et moi, c'est pour ça que je vais un peu défendre Romain Gary ici, là, parce que l'idée, c'est que faut pas tant écouter ce que la personne dit. C'est que ce que la personne dit ne compte pas. Hein? C'est un peu ça au fondement de la psychanalyse. Et moi, je pense que ça traverse tout le roman, parce que Romain Gary, c'est un croyant, et pas au sens religieux du terme. Il va croire en la France, justement. Il va dire, bien sûr que c'est romancé, l'idée que j'ai de la France, l'idée que ma mère m'a donnée de la France. Bien sûr que c'est romancé, mais il faut y croire quand même. Il dit, pendant la guerre, moi, je croyais que le prochain général, ça allait être le vrai, le bon, que lui, il allait nous tirer vers le haut, que lui, il allait nous faire... Puis il dit, c'était probablement un petit peu niaiseux, mais c'est ça que ça prend maintenant. Il faut qu'il y ait une forme de croyance, qu'il y ait une forme de... un saut dans le vide, en quelque sorte. Et alors que la psychanalyse, justement, elle... La psychanalyse ne se laisse jamais berner, en fait. Alors que elle est toujours plus brillante que le sujet. Exactement. Alors que Romain Gary dit, non, je me laisse berner. Et c'est le geste de la mère à la fin du roman, à mon sens, est là. Donc, la mère qui, Romain Gary, tout au long de la... Je prends un peu d'avance, peut-être, là. Mais tout au long de la guerre, il reçoit des lettres de sa mère. Des lettres très générales, neutres.
Et tout ça pour se rendre compte que sa mère était décédée, mais qu'elle avait écrit plusieurs lettres et avait demandé à une amie d'envoyer ces lettres-là à Romain Gary pour que l'idée de la mère reste vivante. Mhm. Donc, pour continuer de croire en l'idée de la mère. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est un croyant, Mhm. pas au sens religieux du terme, parce qu'on l'a dit tantôt, il est juif. Et je pense que justement, c'est un pied de nez à la psychanalyse de dire, ben oui, il y a une part de théâtre là-dedans, mais vous savez quoi? Je l'accepte. Mhm. C'est vrai que ça revient souvent, l'idée de confiance inconditionnelle en l'humanité. Mhm. Et là, je serai l'emmerdeur. J'y crois pas du tout. D'abord et avant tout, je voudrais citer M. Paul Audy dans le livre « Je me suis toujours été un autre », qui est de mémoire une formule de Romain Gary lui-même. Paul Audy, qui est un grand spécialiste de Romain Gary, qui, je crois, a traduit les textes sur le général de Gaulle, mais bon. Paul Audy écrit ceci. « Gary, dans sa parole publique, prend soin de dire qu'il n'est pas ceci ni cela, précisément parce qu'il est ceci et cela. » Et moi, je trouve qu'il dit beaucoup trop souvent, qu'il professe beaucoup trop souvent dans La promesse de l'aube, sa confiance en l'humanité. Mhm. Beaucoup trop, je trouve ça suspect. Je suis incapable de ne pas réfléchir à ces passages-là en me disant que tout ça se finit par une balle dans la tête. Mhm. Il peut dire 1000 fois qu'il a confiance en ses pairs, que la vie vaut la peine d'être vécue, que l'existence est merveilleuse. Il s'est suicidé. Mhm. Il s'est suicidé et je suis assez d'accord avec Paul Audy quand il dit, généralement, quand Gary dit qu'il est ceci et cela, c'est pour qu'il n'est pas ceci et cela, c'est pour dire qu'il est ceci et cela. Il signe son crime, comme on a dit souvent sur cette chaîne. Et voilà. Fait que, Peut-être. Non, mais moi, je pense que justement, c'est-à-dire que c'est pas ça qui est important, tu sais. t'as raison. C'est pas ça qui est important, Non, ce qu'il t'as pense pour vrai, tu sais. C'est ça, c'est de dire... Ça, c'est une approche psychanalytique, en fait, là, de qu'est-ce qu'il veut dire pour vrai. Je t'ai pas insulté. Donc oui, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que... C'est vrai, on s'en fout, au fond. Tu sais, non, mais c'est ça, c'est de dire que la France soit grande ou non, il faut penser qu'elle soit grande à ce moment-là. Tu sais. Ouais. C'est ça, ce que tu viens de dire, je pense que c'est ça qui est important. C'est que ce soit réellement vrai ou réellement faux, il faut que ce soit vrai. Ou en tout cas, il faut agir comme si c'était vrai. Absolument. Parce que, tu sais, on entend souvent la phrase « c'est trop beau pour être vrai mais dans son cas, lui, c'est plus « c'est trop beau pour être faux ». Oui. C'est tellement beau qu'il faut lui être fidèle, même s'il y a des choses à voir derrière, puis etc. Puis peut-être qu'en 1980, à la fin de sa vie, il y a un moment où il finit par se dire non, en fait, c'est faux, puis il m'a fait un séjour. Mais il conduit sa vie, même peut-être si dans la réalité, il y a des doutes, des incertitudes, il y a autre chose. Il se fixe ça quand même comme boussole. Absolument. Mais il y a un passage que j'avais noté où il exprime ça. Une étincelle de confiance et d'optimisme atavique demeure toujours dans mon cœur, et pour qu'elle s'embrase, il suffit que les ténèbres autour de moi soient à leur plus épais, que des hommes se montrent bêtes à pleurer, que l'uniforme d'officier français puisse servir de nid à la petitesse et à la stupidité, que des mains humaines, françaises, allemandes, russes, américaines, se révèlent soudain d'une étonnante saleté. L'injustice me semble venir d'ailleurs, et les hommes m'en paraissent d'autant plus les victimes qu'ils en sont les instruments. J'avance un petit peu. Mon égocentrisme me rend complètement inapte aux luttes fratricides et je ne vois pas quelle victoire je pourrais arracher à ceux qui, pour l'essentiel, partagent mon destin. C'est vraiment, je pense, c'est une boussole qui se fixe. Oui. Mais moi, je veux juste clarifier. Je n'y crois pas à la lumière de sa biographie. Ouais. Après, c'est précisément ce que j'aime dans l'œuvre de Romain Gary. C'est-à-dire la sublimation du penchant le plus vil de l'homme en quelque chose de magnifique. Puis on voit ça dans absolument tous ses personnages. Morel dans Les Racines du ciel, pour lequel il a gagné le Goncourt, mais tu sais, dans absolument tous ses personnages. Donc, quand je dis je fais l'emmerdeur, c'est-à-dire juste pour... mais moi, c'est exactement ce qui me passionne dans l'œuvre de Romain Gary. C'est-à-dire, quelle image romanesque est-ce que je projette? Tu sais, c'est Don Quichotien, là.
C'est-à-dire, je vis dans ma propre fiction et à l'intérieur de celle-ci, je deviens un héros. C'est le propre du roman. C'est absolument magnifique. Là. C'est ça. Mais je pense que tu fais bien de faire la comparaison avec Don Quichotte ou... Dont il était un grand lecteur, je précise. C'est vrai, ou on peut même faire un parallèle avec Cyrano qu'on avait lu déjà. On dirait qu'il y a comme un fil conducteur dans beaucoup de livres qu'on lit jusqu'à maintenant dans le balado. Là. Absolument. C'est un peu ça qui revient souvent je pense, pour l'instant, hein, des personnages comme ça qui subissent plein de choses, mais contre vents et marées, même si la réalité est plus plate que ce qu'ils voudraient s'avouer, ils continuent en suivant un idéal. Ouais. Vous vous souvenez de la mort de Cyrano quand il tire son épée? Dans La promesse de l'aube, il y a cette phrase. « Il m'arrivait aussi, comme il m'arrive encore aujourd'hui, de prendre mon fleuret, d'aller sur le terrain et sans même le salut d'usage, de croiser le fer avec chaque rayon de lumière qui me venait du ciel. » Il y a quelque chose de Cyrano dans Romain Gary. Oui. Absolument. Mais c'est ça aussi, c'est une époque... tu sais, c'est écrit en quelle année, ces années 70? 60, je pense. Publié en 60. On est dans des époques de déconstruction sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que, je reviens là-dessus, 60. On veut être... on veut être plus brillant que la machine. On veut voir qui tire les ficelles. On veut voir que... Tout ça, c'est une construction sociale. Tout ça, finalement, c'est le capitalisme, c'est la famille, c'est ci, c'est ça, c'est la patrie. Oui. Et il y a sans doute une part véridique là-dedans. Mais en même temps, pour avoir une vie avec du sens, il faut être capable de dire « Ouais, mais je vais reprendre ma phrase. Je vais jouer le jeu. » Absolument, mais il faut. On n'a pas le choix. Non, mais je ne veux pas vous emmerder avec mon analyse webérienne. Mais tu sais, Weber disait ça dans l'éthique protestante, l'esprit du capitalisme, c'est-à-dire, et je résume très vulgairement, on se fout un peu de la réalité empirique. Ce qui pend dans la tête de l'acteur, c'est ce qui est important. Donc, si Romain Gary s'est vu comme un ambassadeur dès 8 ans, comme un grand écrivain dès 8 ans, comme un résistant, comme un grand Français, ben tant mieux, ça a donné une œuvre géniale. Génial. Ouais. Quand on veut, on peut. En gros. Oui, c'est les belles analogies du hockey. Oui, exact. Est-ce que vous vouliez vous lancer dans un autre sujet? Il y avait un autre passage que j'aimais beaucoup, à ma page 329. Je pense que ça vaut la peine que je le lise. Je suis sans rancune envers les hommes de la défaite et de l'armistice de 40. Je comprends fort bien ceux qui avaient refusé de suivre De Gaulle. Ils étaient trop installés dans leurs meubles, qu'ils appelaient la condition humaine. Ils avaient appris et ils enseignaient la sagesse, cette camomille empoisonnée que l'habitude de vivre verse peu à peu dans notre gosier, avec son goût doucereux d'humilité, de renoncement et d'acceptation. Lettrés, pensifs, rêveurs, subtils, cultivés, sceptiques, bien nés, bien élevés, férus d'humanité, au fond d'eux-mêmes, secrètement, ils avaient toujours su que l'humain était une tentation impossible et ils avaient donc accueilli la victoire d'Hitler comme allant de soi. À l'évidence de notre servitude biologique et métaphysique, ils avaient accepté tout naturellement de donner un prolongement politique et social. J'irais même plus loin, sans vouloir insulter personne. Ils avaient raison. Très juste, c'est ça l'important. Et cela seul eût dû suffire à les mettre en garde. Ils avaient raison dans le sens de l'habileté, de la prudence, du refus de l'aventure, de l'épingle du jeu, dans le sens qui eût évité à Jésus de mourir sur la croix, à Van Gogh de peindre, à Montmorel de défendre ses éléphants, aux Français d'être fusillés, et qui eût uni dans le même néant, en les empêchant de naître, les cathédrales et les musées, les empires et les civilisations. Pour moi, cette citation-là, c'est vraiment exceptionnel. Non seulement c'est exceptionnel, mais pour moi, c'est ça, Romain Gary. C'est-à-dire, puis c'est un peu le sens de son dernier roman, Les Cerfs-volants, c'est-à-dire, qui est pendant la Résistance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le raisonnable et le sage, dans une époque de lâcheté, dans une époque abjecte, rend la sagesse et la raison abjectes et lâches. Comme il dit, oui, c'était raisonnable d'être du côté de Pétain en 1940, parce que la France, elle avait perdu. Et c'était déraisonnable d'aller rejoindre le général de Gaulle à Londres en 1940 aussi.
tout était déraisonnable dans le geste de Gaulle. C'était un énorme coup de dé, c'était le plus grand bluff. Mais depuis 1945, qu'est-ce qui est déraisonnable? Qu'est-ce qui est la sagesse? Ouais. C'est-à-dire que la sagesse et la raison, dans une époque vile, où la sagesse et la raison sont aussi viles. J'adore ce passage. J'adore absolument. Mais Pierre avait déjà évoqué les mémoires de guerre de Churchill. Puis on Oui, voit tout à la, fait, on c'est voit la même chose. idée. Là. Oui, en 40, l'Angleterre qui est seule parce que la France est tombée. Puis là, qu'est-ce que l'Angleterre doit faire? La sagesse prudente aurait peut-être été de dire, on va signer la paix, puis on va se négocier une place dans l'Europe du Troisième Reich, etc. Mais non, tu peux pas faire ça. Ouais, si je ne me trompe pas, tu as même des grands intellectuels comme Bertrand Russell qui disent il faut se démilitariser. Absolument. Alors que l'Allemagne se militarise à vitesse grand V. Puis je pense qu'il y avait une formule. Je m'excuse si c'est pas vrai, mais je pense qu'il y avait une formule du genre si je croisais un Allemand, je lui serrais la main. Ouais, c'est ça l'idée que finalement, si on est gentil avec eux, ils vont être gentils avec nous. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, très beau passage. Oui, c'est un passage magnifique. Et ça revient dans beaucoup de récits, c'est-à-dire le destin des grands hommes. On en avait déjà parlé avec Achille, on avait parlé avec Cyrano, dont on vient de dire un mot. Et il y a ça, c'est-à-dire que à certains... Évidemment, il ne s'agit pas que tout le monde, tout le temps, doit jouer au héros, c'est pas ça, mais il y a certaines situations précises qui appellent ce genre de vertu. Ouais. Et on les trouve dans la littérature, ces personnages-là. Oui, absolument. Puis la mère de Romain Gary le trouve aussi dans sa version romancée de l'histoire de France aussi. Il le raconte, elle, dans la façon qu'elle lui raconte ça, puis il le répète souvent dans le livre, là, elle lui raconte l'histoire elle lui parle de la France comme si elle lui racontait l'histoire du Chaboté ou de différents contes. C'est la formule exacte, ouais. en fait. Oui. Donc, elle reprend ça tout le temps, puis il y a un passage, je me rappelle plus c'est où dans le livre, mais il dit, elle me parle de ça, elle pêle-mêle, Saint-Louis avec la République, Victor Hugo. Elle célèbre à la fois la tête de Marie-Antoinette et de Robespierre. Donc, bon. Elle met les deux ensemble. Puis tout ça, c'est la France. Mais à chaque fois, c'est, peu importe à quelle époque, peu importe les contradictions sur le fond, c'est toujours des grands personnages qui ressortent du lot puis qui font vivre la France comme un idéal. Victor Hugo, qui, selon sa mère, a été président de la République. Oui, elle n'arrête pas de lui répéter ça. Mais c'est ça, il quitte Villeneuve avec le livre Vie des Français illustres. Oui. Donc, c'est ça. Donc, la France, c'est juste les grandes figures, finalement, glorieuses. Donc, oui, c'est ça. Pour lui, c'est ça l'histoire, banalement. Et il y a une formule dans le livre dont je me souviens plus l'emplacement, mais il dit « Je devais être le seul à être resté fidèle à un conte de nourrice. Quand il rejoint la Résistance, où il met sa vie en danger pour la France, justement, pour la France fantasmée et légendaire. J'étais le seul à être resté fidèle à un conte de nourrice. Je trouve que c'est une formule très belle. Mais ça, il dit, si ma mère avait parlé à ceux qui n'ont pas suivi De Gaulle, il l'aurait suivi, finalement. Donc, c'est assez paradoxal. Mais, excuse-moi, Pierre, vas-y. J'allais parler de son rapport au général De Gaulle, à moins que tu voulais aller... moi, c'était la mère et De Gaulle comme figure paternelle, tous les deux. On est toujours dans De Gaulle, mais vas-y. Non, je te passe la parole, vas-y. OK. Je pense qu'on s'en allait à peu près dans la même direction. Mais c'était pour dire qu'il y a un moment où il le dit que... il y a deux personnes dans sa vie qui ont entendu parler comme ça de la France, c'est sa mère et son père. Son père. Sa mère et le général de Gaulle. Je pense qu'on allait dire à peu près la même chose. C'est vrai, je pense que de Gaulle lui sert d'une certaine façon de figure paternelle, puis ça vient un peu compléter sa mère, puis ils suivent le même discours. Puis là, je ne l'ai pas amené avec moi, j'aurais dû. Mais dans les mémoires de guerre du général de Gaulle, le passage super connu au début, là, de la France, telle la Madone des fresques, etc. C'est à peu près la même chose. Là. La France un peu fantasmée, qui est toujours grandiose. Quand quelque chose qui ne va pas, c'est parce que les Français n'ont pas été assez fidèles à ce qu'est la France en tant que telle. À toute fin pratique, c'est ça, c'est la même façon d'aborder la France. Ben oui, mais comment voulez-vous devenir un grand personnage si vous n'avez pas une grande idée de ce dont vous voulez rejoindre? C'est d'où l'importance du fantasme de la grandeur et de vivre un peu reclus dans sa tête avec des idées de grandeur. C'est-à-dire qu'on a une formule au Québec qui dit « né pour un petit pain ».
C'est-à-dire, si tu crois que tu es né pour un petit pain, il y a de fortes chances que tu manges du petit pain toute ta vie. Alors que des fois, la mégalomanie... Ça a ses fruits. Ça porte ses fruits, Ouais. exactement. Ben oui, mais c'est ça, moi, je voulais un peu aller dans ton sens, c'est-à-dire que les deux figures paternelles de la vie de Romain Gary, c'est à la fois sa mère et le général de Gaulle. Sa mère qui était à la fois très protectrice, comme on l'a dit, mais aussi très portée vers l'extérieur, vers le grand destin. Et le général de Gaulle qui l'a suivi les yeux fermés. Et plus encore, pour parler un peu de la biographie de Romain Gary, dans son livre La nuit sera calme, qui est un livre d'entretien. C'est lui qui met en scène une entretien. Enfin, bref, il a écrit ce livre d'un bout à l'autre, malgré le fait qu'il a fait croire que c'est un ami qui l'interviewait. Là. Il dit qu'il n'a appartenu à aucune communauté humaine, sinon celle des résistants et des gaullistes. Donc, enfin, c'est ça. C'est tout ce que je voulais dire, c'est-à-dire... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu la même personne. Ça va peut-être un peu loin, là, mais la France, c'est sa mère. Sa mère, c'est le De Gaulle. De Gaulle, c'est la France. C'est un peu comme l'idéal qu'il tente d'atteindre. Ouais. Puis, c'est intéressant aussi, venant de sa mère, qu'elle partage cet idéal-là de la France, alors qu'elle est pas française. Non. Mais ça peut paraître étrange aujourd'hui, je sais pas, mais... Il fut un temps où c'était pas généralisé à travers le monde, mais c'était quand même une image qui circulait beaucoup dans le monde. Cette idée-là de la France comme un grand idéal des lettres, de la haute culture. Bon, aujourd'hui, dans tous les grands centres du monde, on se plaît à parler anglais, mais il fut un temps où, pour être quelqu'un de distingué, c'est le français qu'il fallait parler. D'où l'expression lingua franca. Exact. En Europe de l'Est, c'était très répandu. Dans la cour des tsars en Russie, souvent, c'est en français qu'on se parlait. Donc, il y a beaucoup cet imaginaire-là, puis il est resté présent aussi dans certains pays du Maghreb ou certains pays d'Afrique, où il en reste encore quelque chose aussi en Occident aujourd'hui, même si c'est plus ce que c'était. Mais on voit vraiment, à travers sa mère, comment l'idéal universel qui était la France, ça a pu aller très, très loin. Ça rejoignait beaucoup de gens. Là. Et j'y reviens parce que ça revient à 2 reprises dans le roman. La première fois, quand sa mère est insultée, il ne fait rien. Sa mère lui dit « On n'ira pas en France, tu n'en es pas digne. Et une deuxième fois, quand pendant la résistance, il se retrouve, je crois, au Maroc, à traîner dans des bordels, puis à boire, puis il s'imagine sa mère lui dire « Tu n'es pas digne d'avoir un destin français. » Donc, il y a aussi cette idée-là de se rendre digne du pays qui nous a accueillis, et surtout quand c'est la France qui a l'aura de l'universel et de la culture, très certainement. Ouais. J'ai lu que, parce que sa mère, comme je le disais, là, est décédée, mais elle avait écrit des lettres qui ont continué, mais ça, il semblerait que ce soit totalement inventé. Là. En partie. C'est comme avec beaucoup de choses dans la vie de Romain Gary, c'est partiellement inventé. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a écrit plusieurs lettres. C'est ça. Et que ses amis distribuaient à sa mère pendant ces longues périodes d'absence. Donc, c'est, bon, évidemment, romancé, et c'est sublime la manière dont c'est amené, mais... Parce que il semblerait qu'il avait su la mort de sa mère par télégramme. Oui, en 1941, quand c'est arrivé. Donc, de manière totalement froide. Et moi, ça me faisait penser à un autre roman dont on apprend la mort par télégramme dans L'étranger d'Albert Camus. Les premières lignes, donc très froides. Hein, le personnage apprend la mort de sa mère. Et L'étranger, qui est un roman très froid, où on ne trouve pas de réconfort, même si on en cherche un jusqu'à la dernière page. Et puis, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle, c'est-à-dire que Romain Gary a su la mort de sa mère par télégramme, exactement comme c'est dans L'étranger, mais, et c'est justement ça, je pense, le fil conducteur du livre, il a repris ça pour en faire un récit. Beaucoup plus beau, beaucoup plus inspirant à certains égards. Donc, à nouveau, c'est ça de dire, il y a des idéaux, il y a un récit, il y a une croyance qui vient. Donc, ça fait le tour de l'œuvre. Pierre? J'allais dire, oui, en fait, ça fait le tour de l'œuvre, mais même
la mort de sa mère le pousse même à continuer, puis à la rendre vivante encore, en perpétuant ses exigences, le cap qu'elle avait fixé. Ouais. Il va beaucoup plus loin. En fait, c'est complètement une autre attitude que celle du personnage de C. Meursault dans L'étranger. Ouais. C'est complètement autre chose. Là. C'est deux trajectoires complètement différentes face au même événement. Là. À la tragédie, oui. Il y a une formule dans la fin de La promesse de l'aube qui dit « Même morte, le cordon ombilical n'était pas coupé ». Okay, ouais. J'aimerais vous questionner sur une formule qui revient à 2 reprises dans le livre. La formule « J'étais né ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça ne m'a pas marqué. Ouais. Qui, pour moi, incarne aussi très bien Romain Gary. Première occurrence, c'est quand il dit bon, j'ai été élevé dans le conte de la France légendaire et je me suis bien rendu compte en arrivant et en vivant en France que bon, la réalité n'était pas nécessairement à la hauteur de la légende. Et là, il y a la phrase mais il était trop tard, j'étais né. Première occurrence. Deuxième occurrence, c'est à la fin, quand il reçoit un télégramme pour dire que son premier roman, Éducation européenne, va être publié. Il y a l'occurrence « Et j'étais né ». Pour moi, je trouve que ça incarne très bien Romain Gary. Il ne vit... Sa vraie naissance, sa naissance, c'est dans le romanesque. Il y a une vie biologique, comme tout le monde. Il a grandi, il a mangé, il a dormi... mais la vraie vie arrive dans le conte de nourrice, arrive dans le roman. C'est-à-dire, première naissance, c'est vouloir rejoindre la France légendaire à tout prix, donc vivre dans un conte. Deuxième naissance, lorsqu'il a fait le geste romanesque et a produit un roman. Je trouve ça, je sais pas, j'adore cette formule. J'étais né. Je trouve ça très, très fort, comme une véritable seconde naissance. Oui, il y a plusieurs... il y a d'autres auteurs qui utilisent des expressions comme « je suis arrivé ». Hein? Donc, c'est ça l'idée qu'on est bien imparfait et que on a quelque chose à faire dans le futur, hein, qui va peut-être à l'encontre de certains préceptes qu'on a aujourd'hui où ce qu'on valorise énormément l'authenticité. Ouais. Mais là, il y a vraiment l'idée que le travail reste à faire, en quelque sorte. Ouais. Et d'ailleurs, il termine la dernière ligne du roman, c'est « J'ai vécu ». C'est ça, j'allais le dire. Moi, j'ai souvent acheté ce livre-là pour le donner à des proches. Et à chaque fois que je le signe pour dire bon, bonne lecture, blablabla, je termine par guillemets, j'ai vécu. Cette formule, d'abord, est totalement énigmatique. Là. Pourquoi j'ai vécu? Ouais. Il écrit ce roman-là à 44 ans. Là, c'est pas... je veux dire, il n'est pas en fin de vie. Enfin, à moins qu'il avait déjà un dessein suicidaire à l'époque, ce dont je doute beaucoup. Mais j'ai vécu. Je trouve ça magnifique. Ouais. Mais je pense que du moment que tu as vécu la Deuxième Guerre mondiale, tu sais que, comme on dit, il n'y a rien qui va topper ça. Là. Ben, la déportation, il a vécu la déportation, les pogroms en Pologne. Il a vécu, le 20e siècle, c'est... Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai vécu, enfin. Oui, c'est une des belles formules. Ouais. Il y a une autre belle formule, son épisode de jonglerie. Là. Jongler avec 7 balles? Ouais. Oui, vas-y. Là, je pense que il veut jongler avec la 8e balle. Ouais. C'est peut-être un des moments plus sombres, peut-être dans le roman. Là. C'est-à-dire qu'il dit que la 8e balle n'existe pas. On n'est pas capable de le faire. Donc, c'est ça, c'est un... Même, c'est pessimiste, mais en même temps, c'est l'idée qu'il faut s'imaginer être capable de jongler avec la 8e balle à nouveau. Là. Je pense que on peut l'interpréter comme ça, mais en même temps, il dit, je pense que c'est dans la même page, il va dire, faut pas le dire aux enfants, ça. Oui. Faut pas le dire aux enfants qu'on peut pas jongler avec qu'il n'y a pas 8 balles. Ouais. Il faut vivre sur le rêve, en quelque sorte. Ouais, ben c'est une variation sur le même thème là, de ce qui On va changer de cassette. non, mais c'est vrai. Non, mais c'était pas une critique envers notre discussion. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je fais juste dire comment Gary en revient dans toutes les facettes de son livre, dans tout ce qu'il dit d'une façon ou d'une autre. Il en revient toujours à montrer que c'est un peu ça le fil conducteur de sa vie. Même si c'est pas exactement possible, il faut faire comme si. Oui, absolument. Il y a un autre élément. À un certain moment, il parle que l'idée que la France pouvait perdre était impensable. Ouais. Et ça aussi, là, je parle davantage du Québec.
mais il y a vraiment, et quand on lit des témoignages de l'époque, il y a vraiment quelque chose d'impensable à l'époque que, attends une minute là, Paris est sous occupation. Tu sais, c'est littéralement impensable. C'est pas quelque chose qu'on peut s'imaginer, alors que ça s'est fait à vitesse grand V, faut-il le dire. Donc oui, ça l'a traversé. Donc, tu sais, tantôt, on disait que l'idée de grandeur de la France, c'était une idée qui était forte à l'époque. Ben, au Québec, c'était très fort, cette idée-là. Oui. De tout temps, en plus. Moi, j'ai souvenir d'un professeur d'histoire à l'université qui nous avait lu un extrait d'une grande dame de la noblesse québécoise qui écrivait que quand elle avait appris que le roi avait été décapité, elle en pleurait tellement que les vitres avaient givré. Mais c'est vrai, il y a l'idée au Québec, mais partout ailleurs, que la France, la mère patrie, c'est la bonne formule. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tomber. Exact. Moi, ça n'a pas rapport avec Gary, mais sur le thème encore général de l'impact que peut avoir la France à l'étranger. Je me rappelle d'avoir lu à un moment donné sur la fin de la Première Guerre mondiale, puis en 1919, non, c'est pas vrai, je pense que c'est en novembre, en novembre 19, le 11 novembre, il y avait eu un défilé de la victoire à Paris, puis là, il y avait les armées, où il y avait de tous les pays victorieux qui défilaient, etc. Puis là, donc, il y avait les Américains, les Britanniques, les Serbes, les Italiens, tout le monde défile. Puis à la fin, il y a les soldats français qui défilent. Puis il y avait un journaliste du Figaro qui rapporte que à côté de lui, il y avait une dame argentine qui était là. Puis à la seconde où les Français sont arrivés, elle s'est juste écriée « Ah, nos poilus, nos soldats à nous ». Puis il dit, elle venait d'Argentine. Puis là, à partir de là, comme toute une réflexion qui vient là-dessus, puis on vient à dire, en fait, ils ont sauvé la France, mais aux yeux de beaucoup de gens, c'était les poilus de tout le monde. Ils ont sauvé le monde. Fait que c'était encore pour dire comment c'est vraiment quelque chose qui était très, très, très porteur. Là. Puis c'est la même chose avec la formule nos ancêtres les Gaulois. J'ai des souvenirs pendant le bac, évidemment, dans une université où la déconstruction règne. Les professeurs riaient quand... Tu sais, ils montraient l'image d'un Sénégalais disant... nos ancêtres les Gaulois, puis ils riaient, tu sais, ils disent nos ancêtres les Gaulois, comme si c'était pas la plus belle chose de l'humanité qu'un Sénégalais puisse dire nos ancêtres les Gaulois, tu sais. Enfin, bref, j'en ai contre l'université aujourd'hui. Autre chose, moi je voulais... Lance-toi. Ouais. Je voulais vous lire, juste pour montrer la complexité du personnage Romain Gary et comment il joue allègrement avec la vérité, ses sentiments, les sentiments. Il écrit dans La promesse de l'aube qu'il était, qu'il était en mission pour bombarder les sous-marins italiens et qu'il en a raté un. Et il écrit « C'était toujours le même... » Et puis plus tard, il fait des cauchemars. Et son cauchemar, c'est qu'il rate le sous-marin. C'était toujours le même cauchemar. Je rate ma cible. Je n'envoie pas au fond de l'eau un équipage de 20 hommes, équipage italien par-dessus le marché. C'est-à-dire que là, notre Romain Gary de 44 ans, avec sa croix de la libération, puis tout pétri d'héroïsme, essaie de nous faire croire que pour lui, ça a été un drame de ne pas tuer 20 Italiens d'un coup et de couler le sous-marin. Et à la fin de sa vie, alors qu'il jongle avec l'idée du suicide, il faut qu'il écrive un petit texte pour un musée, le musée de la Résistance, je crois. Et il écrit « En 1942, j'ai raté en Méditerranée un sous-marin italien. J'ai peut-être sauvé ainsi une chanson, un poème ou une lettre d'amour. Tout compte fait, ce sous-marin manqué, c'est peut-être ce que j'ai fait de mieux dans toute ma vie. » C'est fou, hein, quand même, l'image qu'il veut projeter dans La promesse de l'aube, guerrier français, plus français que les Français. Pas grave, tuer des hommes, ça le dérange pas. Il revient d'ailleurs à plusieurs reprises. Là, tuer des hommes, ça m'a jamais vraiment dérangé. Et à la fin de sa vie, on voit très bien qu'il est torturé, hein, complètement torturé, parce que, et on ne l'a pas dit, une partie de son travail dans l'aviation à Romain Gary était d'appuyer sur le bouton pour larguer des bombes alors qu'il bombardait la France occupée par l'Allemagne et même l'Allemagne. Je pense qu'il y a... Enfin,
son travail était de bombarder et dans les bombardements, il y avait beaucoup, beaucoup de civils. Là. Une page un peu moins connue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou qu'on jette un peu dans l'ombre. Mais Romain Gary a été, désolé de la formule, un assassin de masse quand même. Donc, évidemment, ça l'a torturé et je ne doute pas que ça joue un rôle dans... Mais le passage que tu viens de lire, écrit à la fin de sa vie, vient renouer avec ce qu'il dit dans La promesse de l'aube avant la guerre, quand il dit qu'au fond, il ne se sent pas d'inimitié envers les autres, il y a la difficulté à être ennemi envers les gens. Là, finalement, après ça, il y a la guerre. Dans la guerre, peut-être qu'il faut se construire une espèce de bouclier mental là, pour être capable de passer au travers, fermer les yeux sur ce que tu fais toi-même puis sur ce que tu vois. Puis après ça, finalement, des années après, il en revient peut-être à quelles étaient sa conception première, puis finalement, est-ce qu'il a vraiment été fidèle dans ses actes? Oui, absolument. Ouais. Ben moi, j'aurais des choses plus légères à dire sur le livre. Je le dis à la blague, mais si vous avez d'autres choses, il y avait un moment très drôle dans le livre où il se fait refuser ses textes. Il se fait refuser ses textes par des éditeurs. Ouais. Sa mère est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, les éditeurs me demandent des textes ultra commerciaux. Ça ne m'intéresse pas. Puis là, il commence à envoyer les textes puis dire, ça là, c'est pas mon nom, mais c'est moi qui l'ai écrit. Pour payer les factures. Pour payer les factures, exactement. Mais là, sa mère, qui est propriétaire d'un hôtel, quelque chose comme ça, il y a le vrai auteur qui débarque avec le puis là, il dit, non, c'est moi qui l'ai écrit. Puis là, elle l'engueule comme du poisson pourri. Non, c'est mon fils. T'imagines la scène assez comique. Espèce d'imposteur. Ouais, exact. Alors que c'est son fils, l'imposteur, dans ce cas-là. Il y a une autre scène aussi d'imposture envers sa mère qui est exceptionnelle. C'est quand il est le seul à ne pas être promu comme sous-lieutenant dans l'aviation. Puis là, la raison, c'est qu'il n'a pas eu sa naturalisation française. Il l'a eu, mais ça faisait pas assez longtemps. Ça faisait pas assez longtemps. Donc là, il ne sait pas comment avouer ça à sa mère. Il s'en va la voir, puis il dit, écoute, je suis le seul sur 300 à pas avoir eu ma promotion, mais c'est parce que je couchais avec la femme de l'officier supérieur, puis là, etc. Puis là, elle est là, t'es un don Juan, finalement, c'est à cause de ça. Puis là, elle recule, puis là, elle dit... Une nouvelle idée lui traversa l'esprit. Sur 300, le seul à ne pas avoir été nommé sous-lieutenant, dit-elle, avec une admiration et une fierté sans borne. Elle est tellement fascinée par son fils, tellement obsédée à l'idée qu'il y ait grandiose, etc., que même le fait qu'il est le seul à avoir échoué, elle va trouver une fascination et une admiration là-dedans. C'est vraiment drôle. Ouais, c'est vraiment drôle. Comique à plusieurs égards. Oui, vraiment. J'ai ri vraiment souvent dans ce livre-là. Ouais. C'est la façon qu'il y a de rendre les choses, de faire ressortir le comique de ces situations aussi, c'est vraiment beau. Et ça, ridiculisé souvent. Hein? Ouais. Il revient souvent avec j'ai rien fait de bon dans ma vie, mais au moins j'aurais gagné le tournoi de ping-pong en 1932 à Nice. Il en passe souvent du tournoi de ping-pong. Oui. Et il fait encore chaque matin les 12 tractions couchées, alors il n'y a pas lieu de se décourager. C'est très drôle. Ouais, c'est très bon. Ouais. Autre chose, messieurs? Non, pas pour moi. Non, c'est complet pour moi. Très bon épisode sur un très grand roman, je trouve. Oui. Absolument. Ouais. Ça vaut la peine d'être lu. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous encourage évidemment à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas visiter notre page Patreon. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Magnum Opus.